Empreinte, une émission conçue, présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 15h à 16h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée à la littérature, aux livres. Elle est conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, elle est réalisée par Kamel Oularbi. Nous recevons aujourd'hui Inès Hayouni. Inès Hayouni, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et c'était avec plaisir de recevoir enfin une poétesse. Jeune et belle en plus. C'est gentil. Et parce que la poésie, comme vous l'avez dit dans une de vos interviews à la télévision, pas évident d'éditer un recueil de poèmes. Non, absolument pas. Je pense que c'est la première chose qu'on nous dit quand l'idée d'éditer commence à bourgeonner, c'est que la poésie ne se vend pas. Oui, ça ils sont unanimes, les éditeurs. Justement, oui. Ça ne se vend pas. Ça ne se lit pas. Alors que c'est faux. Elle se vend, mais différemment. Ce qui est dommage, c'est que ça met les freins, ça casse des passions, ça casse des destinées de véritables poèmes, de poètes plutôt, et c'est malheureux. Mais ils sont tombés sur Inès. Inès ne baisse pas les bras. Oui. Vous n'avez pas baissé les bras. Alors, racontez-nous tout ça. D'abord, vous venez de quel univers ? Je ne viens pas de l'univers littéraire déjà. C'est ça, ouais, ça on l'a compris. Donc j'ai fait des études scientifiques, mais ensuite j'ai bifurqué vers le business. Mais je ne suis pas une grande liseuse de base, je lis beaucoup de poésie et certains livres qui m'intéressent. Donc, mais sinon je ne consomme pas énormément de littérature. Donc je n'ai pas eu cette idée de légitimité dans le monde littéraire, c'est-à-dire que je n'écrivais pas. Je n'ai jamais écrit jusqu'à mes 21 ans. Et parce que je ne pensais pas avoir assez de matière pour écrire, et jusqu'à un événement qui a remué des choses en moi, et c'est là où j'ai commencé à écrire, mais pour le tiroir uniquement, c'était une sorte de catharsis, et j'écrivais de manière instinctive, presque inconsciente, juste pour mettre des mots sur... en fait, en l'occurrence, l'événement important, c'est la mort de mon père, Allah yarhamou. Qui s'appelle Abdelkrim comme moi. Oui, Abdelkrim. Et pour toute personne qui a vécu ça, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que le deuil, c'est énorme et c'est confus, c'est trouble. Donc il y a un capharnaüm d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer, ni à identifier, encore moins à digérer. Donc la poésie s'est imposée comme un médium de prédilection. Sur le coup, je ne savais pas pourquoi. Comme je disais, c'était juste machinal. Mais a posteriori, maintenant, je me rends compte que c'est parce que c'était le courant littéraire qui me passionnait le plus et que je consommais le plus. Je me rappelle d'un prof au lycée qui nous avait introduit aux poètes maudits. Donc Rimbaud, Baudelaire, et j'avais apprécié cette capacité qu'avaient justement ces poètes de redorer les malheurs les plus féreins, de rendre beau ce qui est balayé sous le tapis. Donc cette vulnérabilité était célébrée au lieu d'être peut-être critiquée. Parce qu'il y a aussi cette injonction à la pudeur de pardonner à la mort, d'être patient, de se remettre à la foi, ce qui est tout à fait normal et légitime, et c'est un ancrage, mais je pense qu'il est important aussi de s'asseoir avec ses émotions, et c'est comme ça qu'on arrive à outrepasser ça, justement, parce que plus on met les choses, on les refoule, plus elles ressortent de manière violente. Donc j'ai commencé à écrire et j'ai eu un nombre important de poèmes. Et j'ai commencé à sortir de ma timidité, à les partager avec ma maman, mon frère. Et ils ont beaucoup apprécié. Et j'ai vu que pour des gens qui n'étaient pas forcément sensibles à la poésie, ça remuait quelque chose en eux. Je me suis dit, bon, déjà les mots en soi peuvent aider. Et j'ai commencé à les partager avec mes collègues. À l'époque, je travaillais. Et on m'a dit, mais Inès, tu as un nombre important de poèmes quand même, pourquoi ne pas en faire quelque chose, peut-être une page Instagram. Je me dis, mais non, qui va vouloir les lire, je les écris juste pour moi, c'est pas très étudié, c'est pas travaillé. Et je ne veux pas que ça le soit. Je voulais cette part de sincérité, je voulais pas m'imposer des limites ou cette
cette course à la performance. Et quand même, à un moment donné, j'ai succombé à cette pression collective et j'ai ouvert une page Instagram. Et je me rappelle, j'avais 5 likes, 5 j'aime, et c'était énorme pour moi parce que je me suis dit quand même 5 personnes, c'est beaucoup de personnes. On vit dans un monde de réseaux sociaux où on aspire toujours à avoir de grands chiffres, mais je pense qu'on ne se rend pas compte que d'avoir par exemple 5 lecteurs, ou 10 lecteurs, ou 20 lecteurs, c'est 20 personnes, c'est 10 personnes qui ont lu, qui ont pris de leur temps, de leur énergie, de leur conscience, de leur intellect pour digérer tout ça. Et ça a commencé à se faire comme ça. Et j'ai une amie en particulier qui m'a dit « Mais ça serait bien d'en faire un livre. » Là, c'était une réponse catégorique, c'était non. On ne s'improvise pas écrivain. Il y avait toujours cette vision élitiste. L'écrivain, c'est quelqu'un qu'on met sur un piédestal. Et aussi par respect pour le lectorat quand même, parce qu'on peut pas balancer n'importe quoi et mettre une étiquette d'une maison d'édition et dire « Voilà, je suis écrivain ». Je pense que ça ne s'improvise pas. Mais si quelqu'un a quelque chose à dire et s'il met derrière l'effort et le respect, je pense que ça mérite d'être quand même partagé. Et à ce moment-là, j'avais toujours cette peur, mais j'étais complètement déconnectée de la sphère littéraire, donc je pense qu'il y a cette naïveté qui a beaucoup joué, le fait de ne pas savoir vers quoi on tend. Et je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on fait un livre? Quelles sont les étapes? Je suis partie sur Internet tout bêtement, je dis comment faire un livre. Donc j'ai vu les étapes, quand même, la mise en page, la mise en forme du livre, la couverture, et ensuite passer par une maison d'édition. Donc j'ai écrit un mail, bonjour, voilà ce que je compte faire. Un détail important, c'est que ce livre, je l'ai écrit pour moi. Métamorphose. Je l'ai écrit pour moi parce que je voulais vraiment que ça reste authentique. Et même si la littérature peut aider, je voulais vraiment dédoubler cette volonté d'aider, à mon humble échelle bien entendu. Et je me suis dit, bon, mon père est décédé des suites d'un cancer. Moi, j'ai été sa garde malade, j'ai vu l'état des hôpitaux. Donc je me suis dit, si je le fais, ce sera à but non lucratif. Donc la totalité des gains sera déversée aux personnes atteintes de cancer. Au moins apporter à mon échelle, ne serait-ce, je ne sais pas, peut-être des médicaments, des couches, tout ce qui est coûteux. Et si on n'est pas dedans, on ne sait pas à quel point c'est pesant que d'être malade. Et ça chiffre. Donc je me suis dit, bon, si je peux aider à mon niveau, ce serait intéressant. Donc j'ai mis ça dans un mail et j'ai contacté toutes les maisons d'édition que j'avais trouvées sur le net. Et la réponse était unanime et catégorique, non. La poésie ne se vend pas, on n'est pas intéressé. J'ai eu des absences de réponse. Je me suis dit, bon, si des professionnels le disent, c'est que ça va pas marcher. Moi, je sais rien, tout ça, de toute façon. Mais il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait, oui, mais tu le fais pas pour toi. Tu le fais pas pour être édité. Tu le fais pour aider les gens. Donc je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on fait un livre par soi-même? Et c'est là que je suis tombée sur l'auto-édition. Donc j'ai amassé un peu d'argent et je me suis dirigée vers une maison d'édition, mais qui a œuvré en tant qu'imprimerie en vrai. Et on m'a dit, oui, mais il faut savoir que le nombre d'exemplaires, le minimum vraiment, c'est 100 exemplaires. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire si je connais 10 personnes qui voudront bien acheter mon livre? C'est déjà énorme. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me retrouver avec 90 exemplaires, je vais les écouler sur 10 ans peut-être, c'est pas grave. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais toucher des gens? Les réseaux sociaux. Je suis partie sur les groupes de lecture, tout bêtement, et j'ai parlé de mon projet. Et les 100 exemplaires se sont écoulés en à peine 10 jours. Magnifique. Oui. Amis auditeurs, vous avez remarqué que je n'ai pas placé un mot, moi qui d'habitude, on me reproche de trop parler, mais là, je peux m'arrêter de parler et vous le faites si bien toute seule sans qu'on vous pose aucune question. Et je comprends très bien que vous ne lâchez pas prise, que vous n'aviez pas lâché prise et que vous avez fini par éditer votre premier recueil de poésie qui s'appelle Métamorphose, qui porte bien son nom, c'est la métamorphose. Oui. Vous êtes passé du néon. Absolument. Néon, donc, en matière d'édition, etc. Le néon dans lequel vous vous retrouvez dans votre état d'âme, ce qui est le plus important, c'est qu'il est dédié, tout ce recueil est dédié à la mémoire de votre père. Ça, d'abord, je vous en félicite. Et après, vous avez pensé à ceux qui sont dans une situation donc, d'handicap ou de malade, et vous avez pris la décision donc
tout ce que vous gagnez donc avec la vente, donc les droits d'auteur, vous les remettez à une association qui s'occupe des gens démunis, des gens qui ont besoin de soins ou de... Bravo. J'ai envie de vous dire bravo, Merci. vraiment bravo. Et je lis, d'abord vous le disiez à votre père, je le dis, vous mettez ça en exergue, donc les premières pages de ce recueil, et vous le nommez bien. C'est magnifique, bravo. À mon héros, Abdelkrim Hayouni, qui m'a appris l'humanité, le courage et la sensibilité. C'est 3 qualités, 3 vertus. Et tu termines en t'adressant à lui. J'espère que tu te sens enfin compris là où tu es. On va commencer par les 3 mots. L'humanité, donc ce que votre père vous a transmis, l'humanité, le courage et la sensibilité. On comprend pour l'humanité et la sensibilité, un peu moins le courage. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je pense que le courage, c'est quelque chose qui manque énormément de nos jours. On est beaucoup plus axé ces temps-ci sur une certaine préservation de soi. Ce qui se passe autour de nous, les problèmes, ça ne nous concerne pas. Tarterassi, comme on dit. Ouais. Et du coup, on tourne le dos à des injustices, on tourne le dos à des problèmes qui, d'emblée, a priori, ne nous concernent pas, mais c'est cette injustice qui va prendre du volume et qui va nous atteindre un jour. Ça s'accumule. Absolument. Et je pense que ce manque de courage-là, mais au-delà de la lâcheté, c'est extrêmement nocif. C'est ce qui détruit les sociétés. C'est ce qui nous force à nous museler un peu, à pas dire les choses telles qu'elles sont. Si c'était pas ce courage, entre guillemets, même si j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été bien entourée, j'aurais jamais pu faire ce recueil. Et au-delà de faire ce recueil, de parler clairement de ce qui m'accablait. Et quand j'ai commencé à faire des récitals de poésie, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler. Je disais d'ailleurs souvent que c'était pas des récitals, c'était pas des rencontres littéraires non plus, c'était des groupes de parole. Chacun venait vider son sac. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Ça sert aussi à ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ont pu découler de ça. C'est un partage. Un Absolument. écrit est un partage, donc il y a des échanges de points de vue. Et pour la deuxième, c'est... J'espère que tu te sens enfin compris. C'est lourd. C'est lourd de sens. Oui, parce que je pense que... Il n'a pas été compris de son vivant. Je pense qu'on est tous un peu incompris. Oui, d'accord, mais on parle de votre père. Oui, il n'a peut-être pas été aussi compris qu'il l'aurait souhaité. Peut-être que c'est la vie qui l'a forcé à endosser un rôle de père protecteur, d'avoir cette façade impassible, d'être là pour performer, toujours là pour les autres, mais qui est là pour l'homme justement de famille. Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Est-ce qu'on prend le temps de le comprendre réellement? Ça ajoute quand même des pressions. Vous parlez de lui en présent. Oui, parce qu'il est toujours présent dans ma vie. Bien. Alors, quand on lit ça, c'est vrai que l'homme est complexe. Oui. Ce que je comprends, qu'il s'est donné à fond pour sa famille. C'est ça. Est-ce qu'il a eu au retour quelque chose? On ne le sait pas. On le laisse... Mais dans cette dédicace, moi j'accorde beaucoup d'importance à ça, votre famille ne se réduit pas au père. Bien entendu. Oui, mais on devine la relation privilégiée que vous aviez avec votre père. Oui, tout le monde. C'est une relation privilégiée. Oui, tout le monde me dit que c'est vrai, je suis très proche de mon père, j'étais très proche de lui. Peut-être qu'il y a toujours des affinités qui se créent entre certains membres de la famille, on est tous aimés à part égale, mais des fois on a des sensibilités communes, des centres d'intérêt qui sont particuliers. C'est absolument ça. Il faisait quoi, votre père? Mon père était journaliste, c'est un des membres fondateurs du journal Khabar. Ah, d'accord. Ah, d'accord, je dois certainement l'avoir connu. Oui. Parce qu'à l'époque, il était à la maison de la presse de Al-Jaout et on était mitoyens, nous on avait créé une revue de cinéma, donc certainement connu. Votre cher père, donc il était journaliste. C'est pas loin les lettres. Hein? Ah oui, comme quoi ça se transmet. ça se transmet. Voilà donc, et c'est dédié à sa mémoire. C'est bien à mon avis, c'est moins de laisser une trace
votre trace est celle de votre père, c'est celle c'est ce nom. C'est ce nom qui doit rester, c'est Hayouni. Ça, votre famille doit être fière. D'ailleurs, la maman et le frangin vous ont encouragé. Absolument, donc, oui. Vous avez été soutenu par... Et c'est aussi ça l'importance de la communauté. Être bien entouré, c'est vraiment ce qui propulse quelqu'un ou ce qui le détruit complètement. Parce que je dis oui, j'ai du courage, mais c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille bienveillante qui m'a inculqué ces valeurs-là et cet amour-là. Et il faut reconnaître aussi ses privilèges. Et si on est dans une position où on est assez sain d'esprit pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, on doit donner cet amour-là aussi à notre communauté. Donc peut-être que ce livre était un devoir aussi, même si je dis pas que je dis des choses qui transcendent. C'est vraiment c'est pas grand-chose, mais ça mérite d'exister. Mérite d'exister. Et ce livre a servi. Oui. Vous le dites très bien, vous l'avez dit en préambule, c'est une thérapie. Oui. Ça a été une thérapie pour vous. Absolument, une thérapie, et je voulais aussi garder, comme vous l'avez dit à l'instant, une trace de mon deuil, parce que moi je suis quelqu'un qui a une mauvaise mémoire, donc j'oublie beaucoup d'événements, j'oublie des moments qui à un temps T semblent extrêmement marquants, mais bon, la vie fait des choses. Mais vous dites une vérité, on n'oublie jamais un deuil. Non, pas du tout. Voilà, ça tant que vous n'oubliez pas. Mais il y a des états d'esprit et des pensées peut-être, des questionnements. Si je ne les avais pas mentionnés en chaque fois, je les aurais oubliés. Alors, vous n'êtes pas dans l'esthétique, même dans ce recueil. Vous y allez, vous foncez, vous y allez direct. Oui. Hein, parce que, on sait, vous le dites au départ, c'est dédié à mon père, à la mémoire de mon père. Moi, je parle de moi, j'ai été surpris que dès le premier poème, c'est adieu. Le poème, c'est adieu. C'est comme ça que ça a commencé, par un adieu. C'est comme ça que ça a commencé. C'est ce qui a fait de vous une poétesse. Absolument. C'était inattendu. Oui, c'est la poésie qui m'a choisie, je pense. Non, je ne parle pas de ça, du décès. C'était inattendu, c'était brusque. Non, c'était pas le cas. Non, c'était pas une mort brusque, on s'attendait à ça, mais on n'est jamais vraiment préparé. On n'est jamais préparé. Alors, adieu, j'aimerais bien que ce soit vous qui le disiez. Oui. Adieu, il ouvre donc ce recueil, Métamorphose, et c'est lu par Inès Hayouni, la poétesse, l'auteur. Contemplez ton cortège funèbre un beau jour d'été. J'attendais impatiemment ta belle arrivée. Les nobles soldats portaient ton tombeau fleur de lysée. Quel rêve fantasmagorique de voir ton corps endormi. Enveloppé dans ce beau linceul, de ta gentillesse, le monde s'est appauvri. L'odeur de camphre caresse mes narines et apaise mon cœur affaibli. Les anges t'ont bercé jusqu'à la méridienne. J'appréhendais notre rencontre, mais notre séparation m'a laissée sereine. Un contentement trompeur a pris le relais de ma peine. Prologue d'une douleur à en perdre haleine. Voilà. Oui, c'est le premier cri de cette douleur. C'est un cri. C'est un cri, oui. C'est le premier cri de la douleur et c'est bien dit. C'est contempler ton cortège funèbre un beau jour d'été. Contempler, c'est déjà, on est absent. Oui. On voit, mais on est dans un autre monde, une autre dimension. C'est comme si on s'interroge, qu'adviendra-t-il de moi maintenant? De quoi le monde sera fait après? Exactement. Je mettais beaucoup de distance pour peut-être me protéger. C'est pour ça que je disais un contentement trompeur après le relais de ma peine. C'est-à-dire qu'au début, cette première séparation, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de scène dramatique. C'était « Ah oui, Mektoub Rabbi, c'est pas grave, ça va aller ». Oui, mais pas tellement, quoi. Juste après, j'ai compris qu'il y avait quand même une douleur à gérer. Parce que même si on a la raison, des fois, le cœur l'emporte. Oui. Et là, vous nous surprenez avec déjà le deuxième vers. J'attendais impatiemment ta belle arrivée. Il s'agit d'un départ et toi, tu parles d'arrivée. Et en plus, une belle arrivée. Oui, parce que je pense... Bon, je n'ai pas vécu de mort dans ma famille. C'est-à-dire la première mort. C'était le premier choc émotionnel. Le premier choc, donc la première... le premier décès. Le premier deuil. Le premier deuil, le premier décès, le premier rituel aussi de la mort, etc. De la mort. Donc quand on ramène le mort à la maison. Donc j'attendais un petit peu ça parce que je l'avais laissé à l'hôpital Lahmo et on attendait qu'il le ramène. Et j'attendais juste de voir ça parce que je voyais toujours mon père arriver vers la porte vivant, debout. Debout.
Et là, ça allait être une autre image, une autre scène, une autre scénographie, parce que je parle de linceul, de camphre, de... Donc, c'est vrai qu'il y a un rituel. Il y a un rituel. Oui, un rituel, et vous le décrivez très bien. Les nobles soldats portaient en tombeau fleur d'Élysée. J'ai cherché ce mot pour le comprendre. Oui. Et donc j'ai trouvé des traces quelque part au Canada. C'est un mot qui genre de récompense, genre de oui, et d'hommage qu'on rend à... Absolument, j'essaye d'incorporer beaucoup d'imagerie. C'était un clin d'œil à un des poèmes de Baudelaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle, il est dans le spleen, qui s'appelle « Je suis comme le roi d'un pays pluvieux Oui. ». Riche mais impuissant, jeune mais pourtant très vieux. Et il parlait de tombeau fleur d'Élysée, justement. Et vous suivez un peu cet exemple, parce que on dit, dans un autre cas, on dit « maudit sender », linceul plutôt. Et là, dans ce beau linceul pour vous, donc... tout est beauté, on parle de départ, vous parlez d'arrivée, on parle de maudit linceul et vous dites le beau linceul, donc de ta gentillesse. Là, tu t'adresses à lui, oui. Là c'est vraiment poétique. De ta gentillesse, le monde s'est appauvri. Là, on sent l'affection, le deuil. Il y a quelque chose, une part de lui que tu perds. Et cette prise de conscience, comme si tu viens de comprendre enfin qu'il y a quelque chose qui est parti. Oui, et dans la vie tous les jours, les gens pensent que la gentillesse, c'est un compliment bateau. Quand on ne sait pas quoi dire de quelqu'un, on dit « Ah, mais il est gentil ». Alors que c'est la qualité la plus importante, et c'est rare. Ouais. Donc c'était aussi un moyen de vraiment surligner ça. Que, voilà, il y a encore une personne gentille qui part, et c'est une perte. C'est vraiment une perte. Les anges t'ont bercé. Et tu dis, j'appréhendais notre rencontre. C'est ça aussi, c'est à chaque fois, on est surpris, le lecteur est surpris. J'appréhendais notre rencontre. C'est au moment du deuil, c'est au moment du départ que tu appréhendes la rencontre. De quelle rencontre il s'agit ? J'avais dit tout à l'heure que j'attendais son arrivée, justement. C'est ça, oui. Mais j'appréhendais aussi cette nouvelle rencontre, parce que comme j'ai dit, pour moi, c'est une deuxième personne. C'est une personne autre morte personne qui vient. Donc comment est-ce que j'allais réagir ? Est-ce que j'allais pleurer ? Est-ce que j'allais m'évanouir ? Est-ce que j'allais être... Mais apparemment non, selon ton poème, adieu. Mais notre séparation m'a laissé sereine. Un contemplement trompeur a pris le relais de ma peine. Prologue d'une douleur à en perdre haleine. Mais là, vous revenez à la raison, c'est une douleur qui ne va jamais me quitter. Non, c'est une douleur qu'on ne peut pas décrire et qui voilà, indescriptible, incommensurable. Incommensurable et qui ne se répète pas. Je n'ai jamais connu d'autres douleurs comme ça depuis, donc c'est vraiment quelque chose qui s'éteint en vous. On arrive à survivre. J'ai pas envie de finir sur une note de désespoir, on arrive à survivre. Non, pas une note de désespoir, on parle de la vie, on parle de la réalité, c'est pas... Vous n'avez pas inventé ce deuil, vous l'avez vécu, donc, mais vous le traduisez d'une manière beau, poétique, bien. Et vous l'enchaînez avec un autre titre, c'est La Nuit enchantée. On est vraiment dans l'univers littéraire, hein, on est dans la poésie. C'est La Nuit enchantée. Au clair de lune, il y a du monde dans les maisons, l'ambiance inimitable des assemblées d'autrefois. La vie émane des chœurs festifs à la moisson, et voilà que retentissent les rires des rabat-joie. La fleur d'oranger est présente, peu importe les saisons, les délices mielleux dont j'ai abusé quelquefois, ainsi de suite. Donc, mais là, toujours, il y a du contraste dans vos vers. C'est voilà que retentissent les rires des rabat-joie. Les rabat-joie, les rires des rabat-joie, c'est pas connu, c'est peu commun. Oui, j'aime bien écrire de façon imagée, de façon contradictoire. Ça se voit. C'est comme le décor magique, gorgé d'émoi, gorgé d'émotions, gorgé de tout ce qui nous traverse quand on fait face à un événement heureux ou douloureux. Je pense que le poète se doit de transmettre ce pouvoir de sublimation. Si on ne sublime pas notre quotidien, mais ça sert à quoi d'écrire aussi ? De la poésie. Donc c'est important aussi de s'évader tout en retranscrivant le réel. Mais ce qui est bien, c'est qu'on aligne un peu les titres. Vos titres, si
Ornaline, on a votre parcours durant cette période. Hein. Ah oui, c'est Le très deuil, gentil de le remarquer. Nuit enchantée. Parce que ça a été pensé. Chaque poème a été vraiment... Ah, d'accord. Oui. D'accord. Ah, là, Chaque d'accord. poème a été mis à sa place et il a été fait pour retracer le parcours sinusoïdal du deuil, parce que c'est jamais linéaire. Un jour, C'est on pas se linéaire, réveille, c'est ça, on c'est est ça. accablé, l'autre très Alors, content. amis auditeurs, vous êtes toujours avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée au livre. Nous sommes avec Inès Hayouni, poétesse, et nous sommes avec son premier recueil, Métamorphose. Et là, donc, nous sommes en train de lire les titres. Donc, après le 2, c'est La Nuit Enchantée. Après La Nuit Enchantée, sur Rupture dentalgique, ce qui veut tout dire. Après Le Sens de la vie, on s'interroge sur le sens de la vie. Après, c'est Mal-être latent, qui n'écoute pas, on est mal dans sa peau. Plaidoirie nocturne, Comparaison fatale. Bien, c'est des titres, vous venez de dire, choisis. Choisi, oui, c'est un registre assez élégiaque, donc on sent la mélancolie. Et c'est fait aussi pour traduire tout ce qui se passait dans ma tête, dans ma poitrine. Il y a beaucoup de questionnements existentiels quand on perd un repère, parce qu'au-delà de la figure paternelle, c'était vraiment une protection. C'est ça, Et le père protecteur. Donc j'étais déchue. Alors, je de viens ça. d'entendre quelque chose que je n'ai pas coutume d'entendre, ce qui se passe dans ma tête et dans ma poitrine. Ça, j'ai jamais entendu ça. Vous pouvez l'expliquer, ce qui se passe dans votre poitrine? Dans ma poitrine, c'était à ce moment-là beaucoup de... C'est le cœur. Oui, c'est le cœur. Et j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu quelque part que nos émotions, on les sentait énormément dans le système digestif, les entrailles, etc. C'est ça. Donc tout ce qui remonte, ça va Vers- remonter d'abord par la poitrine pour ensuite faire passer le message au cerveau. Donc c'était beaucoup d'émotions qui me traversaient, qui me submergeaient, beaucoup de mélancolie. Épidermique. Voilà. Et ensuite, j'essayais de traduire ça et de découdre vraiment lentement, essayer de peindre cette mosaïque et comprendre ce que j'avais, en fait. Ce que vous avez, ce qui Et c'était se très trame. contradictoire, comme les vers écrits. Non, comme très les vers, contradictoires. donc oui. Alors, Rupture dentalgique, c'est un titre qui veut tout dire, Oui. qui est assez clair. Et je le lis. Cette douleur omniprésente s'accapare de mon corps, maladie virulente. C'est des phrases courtes, Oui, c'est percutant. percutant, c'est Un enchaînement. un torrent, c'est la pluie qui bat dans les vitres, etc. C'est sombre, c'est douleur omniprésente, s'accapare de mon corps, maladie virulente. À qui l'on a fait tort? Charme des damnés, par ses paroles véhémentes, mon beau roi éreinté, j'entends des balbutiements bachiques qui me rappellent nos rêves volés, des idées antagonistes prennent le dessus sur ma pensée, microcosme chaotique. Tu as tué ton héritier. Quelle chute! C'est toi l'héritière? Non, c'est mon père. J'ai compris. Mais c'est vrai que c'est nos rêves volés. C'est rêves volés à vous deux. Oui, Si bien à toi qu'au père. Mon beau roi éreinté. C'est la maladie, ça. éreinté Non. par la vie, par les Ouais, troubles c'est- de la c'est vie. ma- Par la... c'est la oui. maladie. Ouais. C'est la maladie. À qui l'on a fait tort? Est-ce que ça rejoint la dédicace? Est-ce que tu as compris là où tu es? Ça peut avoir beaucoup de sens. Oui, C'est-à-dire, oui, la absolument, dédicace, mais aussi absolument. je faisais allusion. Vous savez, quand un être cher nous quitte, on a toujours en tête, mémoire. en mémoire, mais est-ce que j'ai failli, À la hauteur, est-ce que j'étais à la j'ai hauteur, failli. est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, donc c'est beaucoup de, comment dirais-je, de peine, de remise en question surtout. Alors, plaidoirie nocturne. Te souviens-tu de ces longues soirées passées à pleurer, à croire que le soleil ne se lèverait plus? Te souviens-tu de ces longues soirées passées à rêver, à espérer que nos plaies soient enfin cousues? Je vivais des choses qui, à ce moment-là, me dépassaient. Je rebobine nos conversations. Chaque mot avait un sens caché. Je tombe des nues. Cette tristesse ne me reconnaît plus, à croire que j'étais une erreur du passé. C'est le film que vous rebobinez. Oui. C'est le film des moments que vous passez en famille, des moments privilégiés que vous passez avec votre héros, votre père Abdelkrim. Je parle beaucoup de plaidoirie nocturne, de moments, de conversations. C'est parce que j'étais sa garde malade. Donc ma mère prenait soin de lui le matin, moi je le relayais Le soir. le soir. Et du coup on discutait Il beaucoup était à la maison, à l'hôpital? à la maison. À la maison. Il a passé juste les 3 derniers jours à l'hôpital.
Et du coup, on a beaucoup discuté du sens de la vie. Moi, je pose énormément de questions. Et il me répondait avec une sagesse qui me dépassait à ce moment-là, mais me pensait encore une fois comme un égal, comme une personne assez intelligente. Intelligente. Voilà, pour pouvoir entendre tout ça. Et c'est vrai que je comprenais pas les injustices du quotidien, parce que j'étais pas confrontée à ça. Maintenant, si. Maintenant que je suis autonome à 100%, que je prends soin de moi-même, que j'affronte le monde extérieur, je comprends un petit peu plus. Ensuite, c'était mes premiers pas aussi, le monde professionnel. Donc, je rentrais à la maison et je commençais à me plaindre de tel collègue a fait ça. Donc, il me donnait un petit peu une leçon de vie, on va dire. Mais chaque pas que vous accomplissez dans la vie vous rappelle oui. le passé. Donc, le passé, inévitablement, passe par votre père. Alors, nous sommes avec comparaison fatale. C'est toujours le sentiment d'être à l'écart. Après tout, je l'ai cherché pour me retrouver dans ce bagnard, alors que Dieu a tout fait pour que je finisse richard. Les gens travaillent au joyeux rythme de croisière, ils naviguent avec aisance les turbulentes rivières et les maudits. Là, vous êtes carrément dans l'évasion. Ouais, ça c'est l'excès un peu, c'est un excès de colère. Ça c'est un excès. Alors, il y a la solitude. Oui. Ça c'est, on devine, c'est la solitude présente. Oui, à ce moment-là, oui, c'était la solitude présente parce que il faut savoir que je travaillais, j'étais pas sur les réseaux sociaux. Quand je travaillais pas, je prenais soin de mon père, j'avais aucun ami, j'avais pas le temps de sortir. Donc une fois que mon père était parti, mais je me suis dit mais je fais quoi maintenant ? Avec qui je vais discuter ? Parce que c'était tout mon monde, j'avais érigé un monde autour de lui. Et c'est là où des questionnements identitaires ont pris place. Mais je suis qui si je ne suis pas garde-malade, si je ne suis pas la fille d'un tel, si je ne suis pas l'amie d'un tel ? Vers qui je vais me tourner en fait pour discuter le soir, parce que j'avais pris aussi ce rythme de vie, de veiller la nuit. Donc, oui. Quand on lit le poème, on a l'impression que vous faites ce constat après avoir connu des amis, etc. C'est après un constat de la vie. Mais là, au contraire, vous dites que vous donnez des conseils incroyables avec ce poème. Et vous écrivez, ne compte sur personne, tu es seul. Du matin à la nuit, des voisins aux amis, ne compte sur personne, tu es seul. Tu es né seul et tu mourras seul. Du sein nourrissant à l'inévitable linceul, ne compte sur personne, tu es seul. Profite des présents de la vie. Ne donne pas d'importance aux moments un peu moins jolis. Tu es le seul responsable de ta survie. C'est dur comme sentence. C'est vrai. C'est vraiment une prophétie. Je ne dis rien, je pose la question, c'est très dur. C'est dur, mais c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est vraiment quelque chose qu'on voit, les déceptions nous guettent à chaque coin de rue. Donc je pense que la seule personne vers qui il faut se tourner, vers soi-même. Vers soi-même et vers Dieu, c'est tout. Et on est le seul responsable, donc... Sa survie, c'est vrai, on est seul et on mourra seul. T'as pas quitté tellement cet univers-là. Ça fait combien de temps ? Ça remonte à combien de temps ? 2020. C'est frais. Ça va. Non, avec le deuxième livre, ça va. Vous passez complètement. Il y a un autre registre. Vous passez complètement à côté. On rentre dans un autre univers. Mais j'ai pas envie de lâcher ça. Le premier recueil, comme la justice divine. Là, je vous laisse le soin de le lire. Simulacre de justice apagogique, on a réussi à t'assassiner. Vérité immuable de ton univers cosmique, tu n'avais pourtant pas à les écouter. Conscience achromatique, je compte sur toi pour le consoler. Divinité ultime, tu as décrété que nos âmes devaient se côtoyer. Même si le monde entier me sous-estime, je vais réussir à me surpasser. Réincarnation génétique, je vais combler ta destinée. Ô manuscrit amarique, conte-moi les exploits des héros passés. Viendra le jour où l'armée prophétique décapitera les gargouilles qui ont volé tes héritiers. C'est des rêves, c'est des rêves, c'est oui. Des prières, c'est quoi ? C'est une prière. C'est une prière, c'est un cri vers... Un vœu. C'est ça, c'est vraiment cette... Non, on est dans l'écrit. L'ensemble du recueil est un cri. Oui, c'est vraiment cette recherche de courage. Parce que quand je dis même si le monde entier me sous-estime, on me dit souvent que je ressemble énormément à mon père. Mais vous savez, des fois on dit « Ah, mais Tofla, c'est une fille. » Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et je me dis « Mais est-ce que justement je pourrais compléter cette continuité de ce qu'il était avec sa gentillesse, sa générosité, son intelligence ?» Cette histoire de Tofla, j'ai pas compris, j'ai pas saisi.
Parce qu'on a un imaginaire quand même collectif qui existe, où on s'attend à ce qu'un héritier soit un homme. C'est universel, non? Oui, un héritier soit un homme, Oui. donc fort comme son père, courageux comme son père, téméraire comme son père. Beau comme son père, voilà. et ainsi de suite. Et alors, je dis réincarnation génétique, parce qu'on me dit, tu ressembles trait pour trait à ton père, dans le caractère, même les... Voilà, Mais tu n'es qu'une fille, voilà. Tu n'es pas un garçon. Je ne suis pas un garçon, alors est-ce que je serai quand même à la hauteur? Oui. Parce qu'on attend des filles quand même à être beaucoup plus passives, plus obéissantes, Mais dans le retrait. il faut admettre quand même que les regards commencent à changer. Absolument, Les mentalités changent. Autant avant, le paternel était vraiment inconsolable quand on lui apprend qu'il vient d'avoir une fille. Autant maintenant, je crois que c'est vraiment admis, accepté et même parfois célébré parce que les filles ont gagné leur espace dans la vie sociale. Absolument. Elles travaillent, elles étudient, elles travaillent, elles gagnent leur vie. Elles sont présentes, contrairement aux garçons, aux hommes qui sont plutôt absents. Il faut le dire. Hein. Oui, mais je pense que ces mots ont été écrits à des moments où j'ai été rappelée à ma condition de femme. Non, que des fois, elles existent. Des fois, c'est vraiment... Mais c'est pas malveillant. Ceci dit, c'est pas réglé. Hein, oui, c'est pas réglé, mais c'est pas malveillant non plus la plupart du temps. C'est juste machinal pour les gens. Alors, l'absurdité, on est dans toujours les interrogations d'Inès Hayouni. Avoir peur du monde, c'est se priver d'un bonheur qui nous est destiné, quelle lâcheté immonde. C'est comme si à mon grand âge, j'avais peur d'une fourmi ou du jugement infondé des médisants souris. Alors, vis ce que tu rêves et fais ce que tu dis. Peut-être que tu ne feras plus de 3 pas pour finir mort écrasé par une voiture en bas de chez toi. Et toute cette peur aurait servi à quoi? C'est vrai. Vis ta vie, quoi. Vis ta vie, je puise un petit peu... N'écoute pas le qu'on dira-t-on. Oui, je puise un petit peu dans la dérision de Boris Vian. C'est lui aussi qui faisait des métaphores très, entre guillemets, plates. Comme je disais, à mon grand âge, j'avais peur des fourmis ou des médisances des souris. C'est pour rendre compte de l'absurdité de la chose. Pourquoi avoir peur d'une fourmi? D'une fourmi ou bien d'une parole de quelqu'un d'autre qui n'a aucune incidence sur notre vie, en fait. Et c'est un rappel constant, parce que des fois, c'est vrai que j'ai toujours cette peur de... La phobie, c'est plus une phobie qu'une peur. Non, parce qu'une phobie, c'est pas aussi sérieux. On n'a pas peur d'une fourmi, c'est pas... Oui, non, pas d'une fourmi, mais d'entamer quelque chose de nouveau, d'avoir peur de ce que diront les gens, de ce que vont penser les gens de moi. Donc c'est plus un rappel qu'il faudrait quand même des fois braver tout ça et foncer. C'est des interrogations de la vie, quoi. Oui. Et qui reviennent souvent, j'ai l'impression. Qui ont existé il y a des siècles et qui reviennent. C'est la condition humaine. C'est la condition sous une autre forme, c'est la condition. Mais ce sont des questions utiles à toute personne qui a envie de vivre sa vie. C'est vrai que c'est pas évident. D'abord de vivre ses rêves, sa vie déjà. Vous le constatez, la poésie, c'était pas évident. Si vous n'avez pas mis la main à la pâte, on n'aurait pas eu de poétesse qui porterait le nom d'Inès, donc Hayouni. Oui, c'est vrai. Donc, c'est à peu près ça aussi, la vie. Hein. La vie, c'est prendre son destin entre ses mains. Par exemple, il y a des gens qui font des études, qui sont portés vers la peinture. Les parents les obligent à prendre des cours pour apprendre le français ou les maths ou la physique, alors que lui, il a non seulement une passion, mais du talent pour la peinture ou pour un autre art. Alors, s'il arrive à les convaincre, c'est tant mieux. Sinon, c'est une vie ratée, parce que jamais il trouvera son bonheur en étant médecin ou en étant ingénieur. Parce qu'il a raté un peu sa vie. Et c'est prenant, c'est vraiment très, très effrayant par moment de prendre ce genre de décision, parce qu'on ne sait pas. Quand vous n'avez plus le droit à la parole, bien sûr que c'est effrayant. C'est un peu le statut d'un prisonnier, le statut de quelqu'un à qui on prive de tout, quoi. C'est vrai. Et la confiance alors? C'est quoi ce poème sur la confiance? Faudra me rappeler, je sais pas, je les ai écrits il y a 5 ans. Après tout, il faut avancer. Oui. On est toujours dans cette atmosphère, même si la peur m'étrangle de l'intérieur et que l'oxygène peine à alimenter mon cerveau abhorré. Après tout, il faut avancer, même si les tribulations semblent insurmontables et que le monde entier fait tout pour m'étouffer.
C'est la condition féminine? Non, absolument pas. Là, c'est la déprime. Carrément. C'est la déprime parce que des fois, on peine à se lever de son lit, à faire des choses. Donc, c'est un rappel constant de se dire qu'il faut avancer. Même si je me sens pas bien aujourd'hui, même si j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas le choix. Et c'est pas en restant ruminant à la maison que ça va aller mieux. Donc affronter les choses, après tout il faut avancer, même si le monde... Je parle aussi beaucoup de cette indifférence parce que vous savez, quand on est frappé par un deuil, on a vraiment l'impression que le monde s'arrête de tourner alors que tout le monde, enfin toutes les autres personnes sont dans une indifférence totale parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Mais c'est vrai que pour celui qui vit le deuil, le monde s'arrête de tourner. C'est ça. Donc pourquoi est-ce que mon employeur m'appelle pour me dire de revenir au travail alors que c'est tout à fait normal. Mais à ce moment-là, non, parce que pour moi c'était inconcevable que de finir ma vie absolument, comme ça. Absolument. Amis auditeurs, vous êtes avec Empreinte et nous sommes avec Inès Hayouni qui parle de son héros, son père, Abdelkrim Hayouni, journaliste à Al-Khabar, un membre fondateur d'Al-Khabar, et elle lui dit tout ce recueil, Métamorphose, c'est bien écrit, je vous le conseille de plonger dans cet univers à la fois douloureux, mais à la fois plein d'espoir de Inès, une poétesse qui promet beaucoup de choses et qui nous embarque dans son deuxième recueil dans un autre monde, carrément un autre monde. Et pour l'avoir entendu répondre à des questions dans un entretien accordé à une télé algérienne, elle nous emmène vers la culture, vers un autre monde, c'est en Japon si je me trompe. Elle dit que le lien que j'ai avec le Japon, parce que c'est un pays où c'est une population qui tient à sa culture ancestrale, et elle dit donc l'Algérie aussi en nous tenant à sa culture, à ses coutumes. Est-ce que je suis dans le vrai? Oui, absolument. Est-ce qu'on peut présenter comme ça ton deuxième titre, Ikigai, qui veut dire? Ikigai, c'est une philosophie japonaise qui remonte à l'époque médiévale, qui signifie justement la raison de vivre ou la joie de vivre de tout un chacun. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui nous permet de nous lever, d'affronter le monde? Et pour moi, mon Ikigai, c'est ma poésie. C'est-à-dire que je traduis le monde à travers des vers. C'est ce qui me permet d'avancer un petit peu. Et c'est aussi un manifeste pour la poésie et pour les maisons d'édition, parce que mon premier livre a été en rupture de stock très rapidement. Donc je me suis dit, mais on m'a menti au début, la poésie se vend. Se vend. Donc... Alors, ce recueil est édité par El Khobiya, une maison d'édition qui édite beaucoup de jeunes auteurs, oui. Et on les félicite, son propriétaire, Ahmed Boudelmine. Oui. Qu'on salue ici à partir de cette tribune du livre. Ouais, qui a fait un effort monstre pour que je sois présente aussi là 2023. Je l'ai envoyé 10 jours avant Silla et il m'a quand même édité à temps. C'est absolument, oui. Absolument. Et donc, mais là, on a des poèmes beaucoup plus longs. On dirait que la douleur s'est apaisée. Oui, j'ai eu la chance de faire mon deuil avec le premier recueil, je suis passée à autre chose. Et là, c'est un tout autre registre, là c'est vraiment la célébration de la vie. D'ailleurs, je puise mon inspiration dans l'époque Heian, une période qui a permis un héritage littéraire énorme. D'ailleurs, c'est à cette période-là que le premier roman psychologique a été écrit, le Genji Monogatari. Ouais. Et à travers la poésie, il faut savoir que la poésie était présente partout, dans les mémorandums, les demandes en mariage, la célébration de la vie dans son quotidien. Et je voulais émuler ça à la façon algérienne, c'est-à-dire retranscrire absolument tout ce que je vivais, toutes les rencontres, les idées, les lieux surtout, les terres que j'ai foulées, et les décrire à ma manière pour laisser un ikigai qui retrace une période de vie, donc de 2022 à 2023, où j'ai commencé à voyager en Algérie, etc. À travers le pays pour présenter votre livre, c'est ça? Oui, pour l'écrire d'abord, quelques poèmes. Je parle de l'Oranie, je parle de Janet, je parle de beaucoup d'endroits, d'Alger, du Kékétani. Et je voulais rendre hommage à mon pays, comment je l'ai vu à ce moment-là. Parce que, vous savez, quand on revient sur un endroit, on n'a jamais la même impression, parce que tout change. Donc voilà, c'est Annie Ernaux qui disait, je pense, si je n'écris pas mon quotidien, j'ai l'impression qu'il s'évanouit. C'est beau ça. Oui.
C'est beau. J'ai l'impression que c'est la même chose. Je voulais rendre hommage. Alors, il est préfacé par Fouad Haissani, qui est écrivain. Oui. Il dit quelque chose de bien il parle un peu de vos deux et il essaie de comparer les deux. Comme métamorphose, et malgré la beauté et la structure abondante de ses poèmes, Ikigai est une reconquête très personnelle du vide. C'est beau ça, reconquête très personnelle du vide. 37 poèmes écrits, créés comme les vitres d'une cathédrale. On est déjà dans le silence. Votre création, c'est dans la solitude que vous avez recréé et comblé à la fois, c'est donc dans le vide. J'ai choisi Fouad parce que c'est un jeune comme moi déjà et qui a pris le temps de vraiment décortiquer mon premier recueil et ça lui a parlé. Donc je voulais quelqu'un qui avait déjà compris d'où je venais et comment est-ce qu'il y a eu une évolution avec ce second recueil. Et créer comme la vie d'une cathédrale, oui, mais je pense que c'est parce qu'il aime dire que je me reconstruis. J'ai une capacité à me reconstruire, à m'adapter aux environnements changeants. C'est clair. Donc c'était un clin d'œil à ça, je pense. Et vous ouvrez votre recueil avec souvenirs. Oui. C'est pas un hasard. Non. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je me suis énormément nourrie des histoires que j'ai entendues, des histoires d'amour, je pense des relations humaines qui sont, j'ai l'impression, très souvent cycliques. C'est-à-dire que c'est une boucle qui n'en finit pas. Et là, c'était Rimbaud qui m'avait inspirée parce que il dit « je est un autre ». Et j'ai voulu écrire à la première personne du singulier dans tous mes poèmes. Des fois, c'est d'un point de vue masculin, des fois, c'est un point de vue féminin. Je voulais attirer le lecteur dans son propre vécu, ses propres sensibilités. Et comme ça, j'aspirais parler à des gens et triturer un petit peu leur cœur pour voir ce que ça évoque en eux. Et l'amour, c'est le sentiment universel et ces relations qui ne marchent pas. J'ai l'impression que ça revient très souvent parce que je me suis mise à lire aussi beaucoup de littérature algérienne contemporaine. Les amours qui ne marchent pas, c'est plus facile de les écrire que les amours qui marchent. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils sont heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ça parle pas. Ça ne nous parle pas. Mais alors, toi, tes souvenirs, c'est... Alors tu l'écris, dis-moi qu'adviendra-t-il de nos souvenirs? N'est-il pas triste que notre histoire, pourtant si belle, 3 points de suspension, se termine une fois encore de cette manière? Une fois de plus, tu m'as poussé à partir, notre amour pourtant si fluide, transcender le temps et les frontières, c'est cet amour qui vient de pousser son dernier soupir, et nous revoilà des années en arrière, sans qu'on puisse revivre cette idylle à l'avenir, même si cela reste notre ultime prière. Vois-tu, je ne sais pas si je dois pleurer ou rire. Une chose est sûre, je te porterai à jamais dans mon cœur. Souviens-t'en bien, je t'ai aimé et je t'aimerai toujours d'un amour trompeur. Là, on est dans l'absurde. C'est les je t'aime moi non plus, mais l'absurde est réel. Hein. On est dans l'absurde, c'est pas je t'aime moi non plus, mais on est dans je dépasse tout ça. Je transcende tout ce qui m'arrive. Désormais, je transcende tout ce qui m'arrive. C'est ce qu'elle dit, mais il y a beaucoup de résistance. C'est ce qu'elle dit, bien sûr. C'est ce qu'elle dit. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de résistance aussi. C'est-à-dire que je transcende, mais je lâche pas l'affaire. Dis-moi pourquoi, qu'adviendra-t-il de nos souvenirs? Oui, mais quand on dit notre amour pourtant si fluide, c'est pas un amour fort. Après, elle parle d'idylle. C'est ton univers un peu. C'est une série. Vous alignez comme ça des contradictions, des choses. Parce que j'ai l'impression mais j'ai cette impression qu'il vaut mieux en rire. Oui, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Vaut mieux en rire. Mais j'ai l'impression, vous savez, que le comportement des gens dans le quotidien est aussi très contradictoire. Ça, c'est un truc auquel je viens de penser maintenant. Peut-être que si je mets beaucoup de contradictions, c'est parce que je me rends compte que dans ma vie, mon rapport à l'autre, je vois qu'il y a toujours des signaux mixtes un peu. Oui. Vous écrivez aussi sur le rail. Oui. Sur les chanteurs rail, sur leurs conditions. Ils chantent l'amour des autres, etc. Mais ils chantent le malheur de ces amours contrariés. Mais c'est un peu son histoire qu'ils chantent. C'est un peu cette idole qui se retrouve dans sa solitude. C'est un peu le cas de tous les artistes. Oui, et ça c'est... Mais ça c'est une belle balade. Hein. Là, vous êtes, j'ai dit, vous êtes émancipé, ça y est. Je comprends le monde.
qui m'entoure. J'essaye. En tout cas, je l'accueille à bras ouverts. C'est l'impression. D'ailleurs, la preuve, vous épousez d'autres cultures, d'autres... C'est vrai. Frénésie, allez, frénésie. Il rit de ce qu'il m'aime. Les injustices accablantes, pour lui, ce n'est qu'un jeu. Là, on sent. Il y a beaucoup plus de légèreté. De la maturité, surtout. Oui, c'est vrai. Il y a eu un recul, un travail sur soi. Il y a de la maturité. Face à ma détresse tremblante, il n'a plus de yeux. Comment lui pardonner quand sur ses mains réside le sang de mes aïeux? Ouais, c'était toujours vrai, Salaman. Salaman ou Bartelhal, oui. Voilà. Salamandre, Voilà. Et donc, c'est plus léger, plus agréable. C'est une ode, c'est une célébration de la vie. C'est une célébration de la vie. Bien, bravo. Le temps passe vite, Iman, tu sais. Merci. Et c'est parce que tu en parles bien, et tu parles bien de ton deuil. Tu as rendu un hommage à ton héros. Et tu nous as fait balader avec Merci. ton deuxième recueil. Si je me permets juste de parler d'une dernière chose rapidement. Oui, bien sûr. Je suis en train de produire une série de podcasts, donc de documentaires sonores, où je rends hommage justement à la poésie populaire de l'Oranie, à notre patrimoine musical. Donc j'ai 2 épisodes qui sont déjà sortis sur Salaman. Alors que vous êtes chaoui, donc... Oui, je suis chaoui. Quand vous maîtrisez cette culture, etc., vous allez chercher... C'est ça, j'ai fait des recherches, j'ai passé plus d'1 an. Là-bas, des allers-retours entre Mostaganem, Oran et Alger. D'où le salamandre. Salamandre, oui, l'Oranie, je parle d'Oran aussi, des vestiges de ce qui reste. C'est magnifique, donc on peut les consulter. Oui, sur Spotify, donc c'est Inavich Podcast, sur Instagram aussi, INAVICH Podcast. PODCH. Très bien. On va voir ça, tout ça, et j'espère que nous allons vous recevoir une autre fois avec un autre ouvrage. Oui, soit un recueil de poésie, pourquoi pas un roman. Je travaille sur un roman, justement. Un roman magnifique. M'a beaucoup inspiré. Mostaganem, ça a inspiré beaucoup. Oui. Cette ville a inspiré un ami cinéaste qui s'appelle Anis Jahad. Oui, ça l'a inspiré pour au moins 2 longs métrages. C'est une terre envoûtante. Oui, c'est quelqu'un qui adore cette région. Il adore l'accent des gens. Il adore. Il aime beaucoup cette région. Bien, nous arrivons à la fin de l'émission et nous avons l'habitude de terminer avec un questionnaire. Mer ou montagne, Inès? Mer ou? Montagne. Mer. Le plat préféré? Couscous talbalot. Yaïma. Couscous balot. Le fruit? Abricot. Ouais, c'est la région, ça. Oui. Batena Ngaous. Bien, les auteurs algériens préférés, écrivains Habib Bangour, pour citer Mostaganem encore une fois. Oui. Malik Haddad. Étranger? Rimbaud. J'aime beaucoup Rimbaud. Baudelaire, mais surtout Rimbaud, parce qu'il y a toujours aussi cette dimension de voyage dans tout ce qu'il fait. C'est ça, l'errance, le voyage. Le poète au semelle de vent. Très bien. La chanson que vous pouvez écouter en boucle? En ce moment, c'est Biada Qalmour de Blawil Houari, qui était à la base un poème de Hachmi Ben Smer. C'est ça, c'est toujours l'Ouest, ça, c'est bien. C'est vrai qu'elle est belle, cette chanson. Oui. Votre chanteur préféré? Ça peut être une femme? Oui, bien sûr. Lady Gaga, parce que c'est réinvente. Elle est magnifique. Algérien? J'ai envie de dire instinctivement Zargué. J'aime beaucoup sa voix rock. Qui? Zargué. Nouveau pour moi. L'Ouest de Belabbès des années 60. D'accord. 170. On va essayer de découvrir Zargué. L'expression ou le dicton en arabe que vous aimez? Je sais déjà quoi dire. C'est beau ça. Oui. C'est beau. Ça parle. Celle que vous n'aimez pas, l'expression ou le dicton que vous n'aimez pas? Le mot que vous aimez? Mignon. Celui que vous détestez? Moite. Ouais. Bien, alors vos 3 passions? La poésie, l'aquarelle. Récemment, j'ai découvert une nouvelle passion, j'aime bien mixer. Mixer, oui, des chansons. Des chansons, des plans, des images. Oui, franchement. Bon courage, bon vent pour Merci. cette nouvelle passion. Amis auditeurs, je vous dis au revoir. Inès, merci C'était un plaisir, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir ouvert votre univers aux fidèles auditeurs de la chaîne 3. Au revoir, bon week-end.